Bienvenue dans Nos Arpentages, le podcast de l'association Peuple et Culture qui propose chaque mois une conversation pour approfondir la réflexion collective qui est née lors d'ateliers d'arpentage. Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire fondé sous la résistance et œuvrant à rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. C'est tout un réseau d'associations qui contribuent un peu partout en France au développement de l'éducation tout au long de la vie, qui encourage la pensée critique et l'émancipation d'hommes et de femmes, l'auto-formation collective et le partage des arts et de la culture. Ancré dans l'ADN de Peuple et Culture et de l'éducation populaire se trouve l'arpentage, méthode de lecture collective qui permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue de son appropriation critique. Concrètement, on déchire les pages, on se partage le livre, chacun lit sa partie et on met ensuite en commun ce qu'on a compris pour créer du savoir collectif. Nous en proposons un par mois en partenariat avec la Maison des Métallos, établissement culturel situé dans le 11e arrondissement de Paris. Chaque mois, un nouveau thème et un nouvel ouvrage sont à découvrir. C'est à partir de ces sessions que nous nous retrouvons quelques temps après pour nourrir et approfondir les réflexions et débats nés de ces ateliers. Je suis Marianne, en service civique à l'Union Peuple et Culture et je suis aujourd'hui avec Sarah pour penser ensemble à partir de l'arpentage du livre de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui a eu lieu le 18 janvier dernier. Bonjour Sarah. Bonjour Marianne. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passé l'arpentage ? Je me souviens, on s'est retrouvés vers 18h, 18h30. On s'est quittés, il était 22h passé. Donc on a passé un bon moment de la soirée ensemble. Et pendant ces 3 heures vraiment d'arpentage actif, je dirais, on a lu collectivement un livre. Donc je voudrais lancer la discussion autour des évolutions du mouvement féministe, et notamment les évolutions récentes, à quel point elles sont rapides, qu'est-ce qui a changé depuis 2018, est-ce que le livre est daté ? Cette question de savoir si le livre était daté, elle a pas mal fait réagir lors de la discussion. Une remarque notamment a fait écho tout au long de la discussion, puisque le livre semblait déjà quelque peu daté, dans le sens où, depuis qu'il a été publié, du chemin aurait été fait, peut-être dans nos mentalités, peut-être dans la mentalité justement de la personne qui avait lu ce livre. Voilà, donc pas forcément nécessairement dans les constats, mais plus dans la conscience qu'on a de ces problèmes. Et donc la part innovante du livre en serait un peu minorée pour une lectrice aujourd'hui par rapport à une lectrice en 2018. Et voilà, peut-être daté parce qu'il aurait provoqué des publications, qu'il aurait réveillé un certain nombre de réflexions à sa suite. D'où ma question, quel impact a eu ce livre sur les féminismes en France et comment toi, Sarah, tu te positionnes par rapport au livre ? Pour moi, ce livre, c'était une découverte. Donc, je connaissais ni l'autrice, ni son œuvre. Donc, oui, on est en 2023. Le livre date de 2018. Je pense c'est la question de la lectrice qui lit le livre, quel chemin a parcouru la lectrice qui a lu le livre, quel livre est-ce qu'elle a lu entre-temps. Je pense que c'est important peut-être aussi de mentionner qu'on était une quinzaine de personnes, il y avait très peu de présence masculine, il y avait 2 hommes. Donc on était déjà dans un espace très féminin. Après, je pense qui est attiré par ce genre de lecture, par ces questionnements. Donc il n'y avait pas de... je pense pas qu'on était représentatif aussi de la société française. Donc je pense qu'il y avait déjà une conscience, un intérêt pour la question et une maîtrise peut-être aussi du sujet qui était présente. Pour ma part, je me suis intéressée au sujet, ça m'a interpellée. Je n'ai pas une expertise sur l'évolution des féminismes en France. Je suis moi-même pas militante. Je suis une femme, donc je suis aussi concernée par ces questions-là. Mais je dirais, voilà, j'ai pas forcément suivi aussi tout ce qui est arrivé après vraiment le clash qu'il y a eu avec les mouvements de MeToo. J'ai suivi ce qu'on voit dans la société, ce qu'on voit dans les médias. Je ne me suis pas spécifiquement instruite au travers de la lecture des livres.
Donc, je vois, il y a une émergence du sujet qui prend de la place, qui prend de l'ampleur dans la société. Après, les sujets évoqués sont toujours très présents aujourd'hui. Donc, il y a peut-être pas, ou peut-être il y avait eu un facteur plus novateur, original du livre en 2018, je ne le sais pas. Je ne l'ai pas lu en 2018, qui peut-être moindre. Je me projette un peu dans ce qui a été dit par les autres. Donc, je n'avais pas non plus cette sensation qu'il y avait des choses qui n'ont jamais été dites. Oui, tu n'as pas été bousculée nécessairement par les témoignages présents dans le livre, etc. Non, en revanche, je trouvais bien d'avoir fait ce travail de recherche, de l'avoir articulé avec des exemples aussi, des exemples en fait qui étaient très variés, hein, qui venaient plus de la culture populaire, d'autres plus scientifiques, beaucoup d'exemples aussi historiques. Donc avoir un condensé aussi d'exemples articulé avec une réflexion sur cette thématique-là. Moi, j'ai trouvé mon intérêt plutôt là-dedans, de se repencher peut-être aussi sur cette question-là. Mais voilà, enfin, je n'étais pas émerveillée par une pensée nouvelle qui a émergé. Mais je ne suis pas sûre si ça aurait été le cas en 2018, si on avait fait exactement la même chose en 2018. Donc, c'est difficile, on ne peut pas faire le voyage en arrière. Ouais. Je ne sais pas si j'aurais été plus étonnée. C'est une question intéressante. Donc, pas novateur. Mais ça n'enlève pas nécessairement à l'intérêt que tu as eu à lire. Non, pas du tout, etc. Parce que les questions, ils sont tout aussi pertinentes. Peut-être que c'est pas tellement ça qu'on attend d'un livre féministe. Peut-être que ce qu'on attendrait d'un livre féministe, ce serait qu'il étaye et non pas tellement qu'il innove ou qu'il nous bouscule, mais en tout cas qu'il apporte d'autres points de vue, ceux qu'on n'avait pas, qu'il étaye un peu avec des références universitaires. Je trouve que c'est ça aussi qui était très présent au début, dans la première phase de l'arpentage, où chacun s'attendait en fait à trouver cet aspect un peu savant, un peu universitaire, historique, à l'ouvrage, qui n'est pas d'ailleurs nécessairement si présent que ça, même s'il y a pas mal de références. Mais je pense, pour ma part, c'est ce genre de lecture permet aussi de mettre des mots sur un ressenti. Donc, je viens de dire, moi, je ne me considère pas du tout experte sur la question. Finalement, j'ai fait très peu de recherches. J'ai lu assez peu de choses sur le féminisme, je crois. C'est un sujet qui est présent. Si on me pose la question, si je me revendique féministe, je dirais oui, parce qu'en tant que femme, je pense qu'on a tout un intérêt à se dire féministe. Le contraire, ça serait absurde pour moi. Voilà, je ne suis pas experte et ça m'a permis quand même de me repencher sur certains questionnements qui n'étaient pas nouveaux, mais qui, au travers d'une lecture, voilà, ça a réémergé. Et je trouve aussi discuter ou dialoguer avec une autrice, et là, en l'occurrence, avec une autrice, à travers de sa pensée dans le livre, mais aussi avec l'auditoire. Donc, les lectrices, c'est permettre peut-être de conscientiser aussi ses propres sentiments, ses émotions, ses questionnements, aussi peut-être un malaise qu'on n'arrive pas à verbaliser, le faire émerger, le tout collectivement. Donc mon intérêt dans ce livre, c'était plutôt à ce niveau-là, inciter la discussion et peut-être inciter à une réflexion de thématiques qui sont là depuis très longtemps. Ouais. Oui, parce que comme tu dis, en fait, la situation des femmes, on la connaît. Et en fait, finalement, on a besoin aussi de ces moments-là pour s'en rendre compte et pour se le dire et puis y mettre des mots là-dessus. D'ailleurs, des mots, ils ont été mis très récemment, justement, avec le rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France, qui est sorti là en début janvier, qui mettait en avant le fait qu'effectivement, il y a encore une permanence et une augmentation du sexisme et des violences sexuelles. Et que certes, on avait une sensibilité qui était toujours de plus en plus grande aux inégalités, surtout depuis MeToo et depuis justement la publication de ce livre, mais que finalement, les clichés et les stéréotypes sexistes, ils perdurent dans nos têtes, ils perdurent
notamment chez les jeunes hommes, justement, c'est ce que dit ce... Oui, tout à fait. Enfin, pour moi, on n'est pas dans un monde post-sexiste du tout. Et même, après, on parle de violence sexuelle, donc c'est des sujets qui sont graves, qui sont très présents dans la société, mais il y a aussi des micro-sujets ou des micro-thématiques. Parce que là, on l'a dit, enfin, ça date quand même, cet arpentage-là, donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui reste après 3 semaines, de quoi est-ce que tu te souviens, et après, c'est pas une fierté, mais moi, je pense aux cheveux, en fait, ce qui a été dit sur le cheveu blanc, assumer le cheveu blanc, assumer, en fait, son corps de femme mûre. Et moi, j'aurais pensé à toute ma famille qui l'assume pas, qui porte la vraie couleur de ses cheveux, qui le fait pas, et à quel point il y a aussi des non-dits, on n'en parle pas en fait. C'est énorme de se dire à partir de 40 ans, je vais changer de couleur de cheveux, ou voilà, je vais la modifier, et on n'en parle pas. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme mûre, d'être peut-être invisible tout d'un coup? Donc on parle beaucoup d'harcèlement de rue aussi, la place, la sécurité, la femme dans la rue, mais cette contreface aussi quand on disparaît de toute des radars, de toute conscience sociétale, parce que justement il y a plus l'intérêt à ce corps de femme, encore qui est quand même décidé par un prisme ultra sexiste. Oui, c'est ça, c'est un féminisme un peu maintenant. C'est peut-être ça aussi les évolutions du féminisme, j'ai l'impression. Il se niche de plus en plus dans l'intime, dans ce qu'on appellerait du sexisme ordinaire. Justement, tu parles des cheveux, tu parles de tout ça. Et je trouve que c'est une des richesses justement du livre, d'aller interroger ces représentations et puis de les historiciser aussi en quelque sorte. Donc Mona Chollet, en fait, part effectivement de la situation des femmes sorcières, mais elle l'étend aux femmes, et elle l'étend en fait à un mouvement plus général sur la nature et sur les minorités, qui a eu lieu justement avec la révolution copernicienne et la construction des sciences dures. Elle questionne cette position hégémonique du masculin sur le féminin, et donc sur la pluralité des savoirs. Et elle dit notamment que l'élaboration des sciences dures, ça a été fabriquer l'homme nouveau, et ça se fait sur tuer les femmes anciennes finalement. Et la sage-femme, la figure de la sage-femme minorisée par rapport à la figure du médecin qui va être une figure de rationalité, etc. Et face à cette position hégémonique, justement, la posture de Mona Chollet paraît originale, puisque c'est une autrice qui met en avant beaucoup sa subjectivité. Elle parle d'un courant poule mouillée du féminisme, elle a recours à beaucoup d'anecdotes personnelles, elle fait beaucoup à des témoignages, justement. C'est ce qui a surpris un certain nombre de participantes, voilà, comme je disais tout à l'heure, qui au moment de la phase de découverte de la couverture avaient des attentes sur le livre, pensaient tomber sur une recherche académique, universitaire, un peu froide. Enfin, ça vient questionner la méthode de l'arpentage aussi. C'est ça. Ce truc de... En fait, est-ce que finalement l'arpentage, ce serait pas une démarche hyper féministe, d'aller chercher dans le ressenti, d'aller chercher nos propres impressions sur un livre, et puis de se détacher de cette idée qu'il y aurait une bonne interprétation Oui, dans l'idéal, c'est cela, en fait. C'est aussi, chacun porte sa pierre à l'édifice, et cette pierre, elle m'appartient, elle m'appartient, et elle est très personnelle, finalement, en fait. Qu'est-ce que je retiens de ce livre? Qu'est-ce que j'ai dit aussi de ce livre? Et qu'est-ce que je dis pas, en fait. Il y avait une partie, notamment, où était question des féministes, des féminismes intersectionnels, les féminismes noirs. Lors de la restitution, personne n'a parlé, et il a émergé par la suite qu'elle a quand même évoqué. Donc ça pose aussi question, en fait. Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui nous interroge, ou est-ce qu'il y a peut-être des angles morts aussi? Qu'est-ce qu'on ose verbaliser, qu'est-ce qu'on n'ose pas verbaliser dans le cadre d'un appontage, d'un événement. Après, je pense que la richesse, c'est surtout, il y a une partie restitution. Donc, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je choisis? C'est un choix aussi délibéré.
quel choix est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je partage avec l'autre. Peut-être déjà un filtre, il y a peut-être aussi une autocensure qui est intéressant en tant que tel, analysé, prenant un peu d'auteur. Ce qui est intéressant dans l'arpentage, dans la manière dont ça a été animé, c'est qu'il y avait quand même un espace par la suite qui a permis quand même l'émergence d'autres paroles. Donc, il y a la restitution, mais aussi qu'est-ce que je fais avec cette restitution et l'espace pour qu'est-ce que j'ai peut-être perdu. Et du coup, il y a une appropriation personnelle. Comment j'interagis du coup avec les autres lectrices, comment je vais prendre part dans la discussion. Mais il y a aussi une appropriation, peut-être une réflexion personnelle, hein, parce que je participe peut-être au dialogue activement, mais dans tous les cas, je suis là, j'entends, j'interroge ce que j'ai lu, l'autre l'ont lu, comment ça résonne. Et voilà, et là j'ai perdu de fil, je sais plus d'où on est parti. Mais justement, c'est les savoirs, c'est ce qui est ressorti aussi à la fin sur les retours sur la méthode, c'est que chacun en fait remerciait finalement les autres et remerciait pour cette dynamique d'écoute et de laisser à chacun sa parole. Et en fait, je pense qu'aussi le fait qu'on soit que des femmes, qu'on était une très grande majorité de femmes en fait, a donné une dynamique peut-être où on a osé plus parler et évoquer des choses qu'on n'aurait pas forcément évoquées autrement. Tu es toi-même, dans ta vie professionnelle, amenée à être dans une position de transmission du savoir, en tant que formatrice, en tant qu'animatrice. Est-ce que tu as eu à déconstruire cette posture justement de surplomb, d'hégémonie du savoir, justement pour être dans une forme davantage d'horizontalité? Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour toi en tant que femme de faire ce travail-là ou pas? Je me suis pas posé la question si moi, en tant que femme, j'ai plus de facilité à mener ce travail-là, mais il y a quand même un postulat de base dans notre travail, dans l'éducation populaire, dans l'éducation non formelle, qui sort le savoir des institutions, qui considèrent l'expérience, la vie en tant que telle, déjà comme lieu d'apprentissage. Donc l'apprentissage peut avoir lieu à tout moment, de manière diffuse. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'espace plus propice qu'un autre. Donc là, le postulat, c'est l'expérience de vie en tant que telle et un territoire d'apprentissage. Et donc, à partir de ce postulat, à partir de ce prisme-là, on est déjà dans une horizontalité absolue parce que toute expérience finalement devient d'une manière ou d'une autre apprentissage. Et en tant qu'animatrice, formatrice, c'est permettre un cadre de rencontre premièrement, de permettre de mettre en place un cadre bienveillant où chacune a le sentiment de pouvoir s'exprimer. Donc un cadre empathique et où il n'y a pas de jugement, justement, où il y a de la place pour que puissent émerger toutes sortes de réflexions et pensées sans qu'elles soient jugées ou évaluées. Donc voilà, le rapport il est complètement inversé. Et je pense aussi simplement à des méthodes où je suis expert en fait de mon expérience que j'ai faite. Je suis expert de ma vie. Donc c'est moi qui ai vécu ma vie. Donc tout ce que je partage sur ma vie avec l'autre, je le maîtrise en fait parce que je le vis au travers de mon corps. Je le vis au travers d'un réseau interrelationnel. Et à partir du moment où je suis expert de ma propre expérience, je ne peux pas être évaluée ou jugée parce qu'on est de fait dans un espace de partage. Et c'est comme ça que moi j'ai envie d'envisager mon travail, donc d'éducation non formelle. Il y a quand même le mot éducation et apprentissage là-dedans, mais qui est ressorti de tout cadre institutionnalisé. Oui, en fait, c'est pas tellement avec toi, c'est pas tellement un travail de déconstruction puisque c'est... On est déjà dans une dynamique d'éducation populaire et donc on est déjà en marge des institutions. On n'est pas vraiment à l'école où on est censé justement transmettre un savoir. Si, il y a toujours une part de destruction qui est dedans parce qu'on est aussi le produit en fait de toutes ces institutions-là. Il y a quand même l'obligation d'aller à l'école, il y a une attente sociétale aussi, tant qu'on n'est pas complètement désaffranchi de tout poids institutionnel. Et après, il ne s'agit pas non plus de cracher sur l'institution de l'éducation
moi-même, j'ai appris plein de belles choses aussi à l'université, à l'école. Donc là, c'est pas le cas. Donc, mais de se dire, l'apprentissage peut émerger à d'autres moments de la vie et conscientiser, en fait, que c'est possible. C'est ça aussi, de se dire, parce que c'est un postulat vraiment de base, de se dire, je pense que c'est possible et je vais te montrer en quoi c'est possible et je vais mettre en place peut-être un contexte où c'est peut-être où on donne plus de place à ces savoirs-là. Il y a ça aussi. Hein. Donc il ne s'agit pas d'opposer l'un et l'autre, mais de donner la place à chacun et de donner... Oui, donner un autre place. Ouais. Et là, c'est là peut-être aussi la force de l'arpentage, de se dire j'ai envie de laisser émerger d'autres manières de faire et je prends ce temps-là. J'invite les gens. Encore faut-il se poser la question à qui arrive le message, qui prend cette place-là ou cet espace-là. Est-ce qu'elle est vraiment accessible? Mais bon, là, on rentre dans un autre débat. Mais je pense que la méthode, elle est tout à fait propice pour pouvoir laisser émerger peut-être des choses. Oui, c'est ça. Donc une fois en fait que l'effort de déconstruction il est fait, il y a toujours quand même encore cette nécessité d'imaginer comment ça pourrait être fait autrement. Et en fait, le livre, c'est toute une méditation sur l'imaginaire finalement pour moi, sur la place de l'imagination, sur où est-ce qu'on place le regard. Donc en l'occurrence sur les femmes, sur comment on dévoile l'envers du décor et comment on se réapproprie des valeurs qui ont été décriées en vue de s'en émanciper. Et donc voilà, c'est tout un travail d'imagination et de réflexion à faire de ce côté-là. Mais c'est aussi, comme tu le disais, la question de la possibilité et la recevabilité de cette parole, même de mode de vie, en tout cas en l'occurrence... il était question dans ce livre avec les sorcières de mode de vie indépendant, il était question de stérilité, il était question aussi de maternité symbolique, de maternage, enfin toutes ces choses-là, comment on les déconstruit et comment on recherche d'autres modes de vie. Alors pour ça, je voudrais partir un peu des post-it qui ont été écrits pendant cet atelier d'arpentage. On avait demandé à chacun d'écrire des mots-clés sur des post-it pendant sa lecture. Qu'est-ce qu'il voulait retenir voilà, et en fait l'idée c'est d'en piocher certains et de les commenter si ça te convient pour essayer de faire nous-mêmes ce travail d'imagination à partir des violences au quotidien et partir de choses plus concrètes peut-être que ce qu'on a pu évoquer jusque-là. Voilà, donc je te laisse piocher des choses qui t'interpellent dans les... On a maternité symbolique, on a horloge biologique, célibat, égoïsme. Donc il y a effectivement par exemple les cheveux blancs dont tu parlais tout à l'heure. Et moi je voudrais te poser en même temps la question des contre-modèles, puisque sur ces cheveux blancs en l'occurrence, effectivement Mona Chollet elle parle beaucoup du fait que les femmes étaient condamnées à dépenser beaucoup d'argent pour se teindre les cheveux, mais elle parle aussi de ces femmes qui ne le font pas et qui sont donc typiquement la figure de la sorcière, mais qui aussi le revendiquent et en revendiquent une certaine beauté à ça, et qui peuvent être des figures très inspirantes pour nous en tant que femmes. Je pense notamment à Sophie Fontanelle, dont elle parle pas mal. Voilà, donc peut-être à chaque fois que tu pioches, essayer de voir un peu à la fois qu'est-ce qu'il y a à déconstruire et puis quels sont les contre-modèles que tu peux avoir toi-même. Oui, en fait, là, les premiers post-it qui sautent aux yeux, c'est effectivement le fameux cheveu blanc et un autre, mais ça va dans la même direction, la matière périssable. Donc cette dichotomie entre, et là c'est écrit polarisation entre la jeune femme et la vieille femme, et la place dans la société et le discours porté sur ces femmes-là. Et oui, et là, parce que tout à l'heure, on parlait de est-ce que c'est encore d'actualité? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin parcouru depuis? Certes, il y a un chemin parcouru, le monde change avec chaque souffle. Mais quand je pense aujourd'hui à la question du Botox, par exemple, où à 25 ans, c'est normal de s'injecter du Botox.
Ça n'était pas le cas comme moi j'avais 25 ans. Pas dans cette envergure-là, et c'est normalisé. Donc il y a quand même un déplacement du discours qui normalise certaines pratiques, justement, qui vont à l'encontre de ce qu'on pense, ce qu'on imagine en termes de progression. Donc là, ce culte ou cette obsession de la jeunesse ou la peur du vieillissement est quand même très présent, et même, il est croissant, même, c'est que je le perçois, en fait. Là, j'ai pas de chiffres, j'ai pas d'études scientifiques derrière, mais juste le discours dans les réseaux sociaux, les discours dans les médias, il y a certaines choses qui se sont démocratisées, qui vont complètement, à mon avis, à l'encontre de la libération de tout ce dogme-là. Entre autres, voilà, le fameux Botox. Comme un retour de bâton, un peu presque. Oui, après, il y a aussi toujours le discours que libération veut aussi dire je suis mon libre arbitre, j'ai la liberté de choisir. Et là, aujourd'hui, je peux dire, voilà, je me mets du Botox parce que j'en ai envie, parce que je l'assume. Donc, il y a aussi une libération de la parole où on peut dire... On ne le fait pas de la même manière qu'on le faisait avant, peut-être. Plus en cachette. Moins caché, ouais. Plus en cachette, parce qu'il fallait correspondre à une certaine image de la société, mais il fallait le faire en cachette, parce que justement, les matières périssables, mais il ne faut pas que ça se voit. Alors qu'aujourd'hui, on l'assume peut-être davantage si on se file les numéros de son fournisseur de Botox. Voilà, que c'est plus un tabou comme ça l'a été, en fait. C'est plutôt ça, finalement, qui passe le stade de le faire. Comme dit, j'ai pas les chiffres. Là, je parle vraiment juste plus d'un discours présent. Donc, on tourne quelque part un peu en rond. Parce qu'on peut se dire, voilà, on peut choisir, on peut le faire librement maintenant. On n'a pas besoin de se cacher. Mais finalement, ça démontre quand même bien qu'il y a toujours cette vision de cette injonction à l'âge et comment je dois me présenter en tant que femme visible, qui prend une place visible dans la société, la place réservée, en tout cas. Oui, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que en fait, ça nous amène à penser peut-être pas tellement en termes de dichotomie, en termes de progrès et absence de progrès, etc., puisqu'on sait très bien que les progrès, de toute façon, en féminisme, ils sont jamais linéaires, qu'on peut très bien retourner. Et en fait, peut-être que c'est simplement cette dynamique dans laquelle on est, où nos imaginaires, ils grandissent un peu plus, et on imagine un peu plus d'autres manières de faire, ce qui n'empêche pas que certaines dynamiques plus... le jeunisme, on peut pas dire que ce soit très positif, mais continue d'exister. Mais en tout cas, voilà, nos imaginaires... sont peut-être un peu plus élargis qu'ils ne l'étaient avant. Il y a peut-être une ouverture de parole, je trouve, ou une parole qui s'ouvre, peut-être un imaginaire qui est peut-être un peu plus large, ou au moins articulé de manière un peu plus large. Et après, encore une fois, dans la vraie vie, qu'est-ce que ça donne réellement, en fait ? Parce que et là, on revient encore sur un tout autre sujet, dans le discours médiatique, ce qui est présent, et ce qui est présent vraiment dans la vie des personnes lambda dans la rue. Est-ce qu'il y a peut-être aussi pas un décalage parce que, et juste là, c'est intéressant, en revanche, de revenir aussi sur les chiffres. Ouais. Et je reviens sur un sujet plus dramatique, plus violent, les violences faites aux femmes. Des fois, les chiffres montrent le contraire, ce qu'on pense percevoir en fait dans la société, parce que le discours médiatique, il n'est pas toujours cohérent par rapport à la réalité en fait, et les statistiques. Donc je peux pas me prononcer parce que je suis aussi un produit, une victime de tous ces discours médiatiques, donc je les consomme comme beaucoup de personnes, donc qui influe sur ma manière de penser. Et c'est en soi où c'est justement, je reviens sur... C'est intéressant de se poser ensemble, aussi de lire un livre collectivement, dans la mesure du possible, dans les limites, dans le cadre donné et possible, et confronter aussi ces perceptions. Oui, confronter les points de vue, c'est ce que font les féministes intersectionnelles aussi. On peut avoir l'impression que certains combats sont gagnés jusqu'à ce qu'on étende notre regard à d'autres femmes, à d'autres situations.
Et là, on se rend compte qu'on parle de manière située, et une fois qu'on fait cet effort d'aller regarder les autres dominations, ça ouvre encore d'autres perspectives. C'est le cas d'ailleurs de l'écoféminisme, qui est très présent dans le livre et qui se situe justement à l'intersection des dominations patriarcales d'un côté et environnementales de l'autre. Mona Chollet a posé la question: comment reconstruire un lien avec une nature dont on a été exclu ou dont on s'est exclu parce qu'on y a été identifié de force et négativement. Le domaine des femmes, c'était la nature, et les femmes, du coup, seraient plus proches de la nature. Et finalement, y retourner à cette nature, serait en même temps renouer avec une forme d'essence féminine. Mais, et c'est ce que justement des femmes ont rétorqué, il y a ce refus en fait que la nature serve de prétexte pour imposer un destin ou un comportement normé tel que par exemple la maternité ou l'hétérosexualité. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas de destin féminin. Être une femme ne se limite pas à avoir un corps. D'ailleurs, on peut très bien être une femme trans. Après, voilà, ça ouvre quand même plein de boîtes qui vont aussi... Enfin, là, on reste quand même dans une binarité. Tu viens de l'évoquer aussi. Toute femme n'a pas un utérus. Donc, voilà comment je conçois la féminité, comme les identités trans, les identités non-binaires. Enfin, il y a tout plein de choses de considérer l'humanité autre que sur le prisme binaire homme et femme. Donc, ça ouvre tout plein de boîtes et dépendamment, voilà, comment on se situe de cette prise en compte aussi de tous les genres, en fait, on déplace tout de suite le discours. Parce qu'à partir du moment où je sors cette binarité, je peux plus raisonner en tant que, voilà, femme et nature. Enfin, c'est plus possible. Oui, et puis en fait, est-ce que la nature, elle n'aurait pas été refusée aussi aux hommes ? Puisque même une des femmes du groupe disait justement que la connexion à la nature, c'était une caractéristique humaine, finalement, non pas féminine, et que donc, quand justement, dans ce siècle où les sciences se sont construites et où elles se sont construites contre la nature, etc., est-ce que le genre masculin se serait pas aussi auto-renforcé dans cet éloignement, dans cette norme de détachement, de rationalité, de domination? Est-ce qu'il se serait pas aussi... À partir du moment où je pars du principe qu'il faut abolir le genre, mais la réponse, elle est déjà là. Parce que c'est à partir de ces prismes binaires où je peux dire, voilà, la femme, elle est plus proche de la nature. Quelle femme ? L'homme, elle est moins proche de la nature. Mais je pars déjà, en fait, d'une idée de femme et d'homme. Oui, donc en fait, il y a tout un terrain de réflexion qui sont à naître et qui sont à réimaginer en dehors des schémas établis, hommes, femmes, etc. De toute façon, on n'est pas là pour trouver des réponses à toutes nos questions. Peut-être pour conclure, j'aurais cité une personne qui est justement citée dans le livre, qui s'appelle Émilie Hack, qui dit « Au lieu d'y voir l'affirmation d'une essence et la réitération du discours patriarcal, il faut lire les textes écoféministes comme des actes de guérison et d'émancipation, des tentatives pragmatiques de réparation culturelle face à des siècles de dénigrement des femmes et de reconnexion à la terre, nature. » Pour finir, Sarah, est-ce que tu aurais une recommandation à faire, une expo, un film, un livre, en lien avec le thème du livre et qui permettrait de continuer la réflexion ou de nourrir justement de nouveaux imaginaires? Spontanément, je pense à un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Donc, je ne saurais pas te dire exactement, enfin, je ne pourrais pas te faire une restitution du livre, mais émotionnellement, ça m'a touchée parce que j'y pense encore et c'est Marie Scondé. Moi, Tituba, sorcière. Ouais. Voilà, qui prend encore un autre prisme, donc d'une femme noire mise en esclavage, mais articulée aussi avec cette chasse à la sorcière, mais dans ce contexte particulier. C'est pas un livre qui date de 2018, il date pas de 2008 non plus, donc je pense qu'il est même plus ancien. Mais si on veut rester dans cette dynamique de sorcière, interroger la figure du sorcière, interroger la question du pouvoir sur la femme et peut-être élargir aussi d'une manière intersectionnelle. Je pense voilà, c'est un des livres qui m'ont marqué et que je recommanderais à tout le monde. Trop bien, merci beaucoup.
Merci à Sarah d'avoir prêté sa voix au micro de Nos Arpentages. Et merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve le mois prochain pour discuter de l'arpentage du premier tome de la BD Sapiens, une brève histoire de l'humanité. D'ici là, arpentez-vous bien.